Faire. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Les médias, les débats. Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à midi, comme tous les jours. Bonjour Joseph. Bonjour Joseph Ruiz qui est là. Gilles sera de retour demain. Bonjour Jean-Jacques Latour. Merci d'être avec nous ce matin. Responsable expertise pour cybermalveillance auprès du gouvernement. Et on va en parler avec vous. On va parler de la crise en Ukraine et des risques de cyberguerre. C'est une inquiétude chez de nombreux Français. En tout cas, vous êtes interrogés sur ce sujet. On y revient dans un instant avec vous. Et puis à 10h30, on parlera de la Corse avec Charles-Henri Philippi. La Corse et le problème français. C'est le titre de son livre. La question du jour, Joseph. Et on est à J-13 du premier tour de l'élection présidentielle. Êtes-vous d'accord avec l'égalité parfaite de temps de parole des candidats? Vous votez oui ou non sur le Twitter @SudRadio. Voilà, parce qu'il faut savoir, et on y reviendra à 11h moins le quart, il faut savoir qu'on est en égalité parfaite, ce qui veut dire que si on donne la parole à un candidat ou à un de ses soutiens, ou même si un journaliste ou un éditorialiste dit du bien d'un candidat, il faut citer tous les autres candidats. En revanche, dire du mal, on a le droit. Mais on va y revenir à 11h moins le quart. Tout ça pour vous dire que c'est quand même extrêmement compliqué. Joseph, le zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Et on commence avec une scène, on va le dire, surréaliste cette nuit. Pendant les Oscars, Will Smith est monté sur scène pour mettre une gifle d'un autre temps à Chris Rock, qui est un humoriste. Il remettait l'Oscar du meilleur documentaire. Et juste avant d'ouvrir l'enveloppe et de dévoiler le nom du vainqueur, Chris Rock a fait un sketch dans lequel il s'est moqué de la perte de cheveux de Jada Pinkett Smith, qui est la femme de Will Smith et qui souffre d'alopécie et de perte de cheveux. Il a comparé l'actrice au personnage du film G.I. Jane de Ridley Scott, dans laquelle Demi Moore joue le rôle d'une militaire, le crâne rasé. On écoute la scène du coup pendant les Oscars cette nuit. Jada, je t'adore. Trop impatient de voir la suite du film. Non, mais c'était une petite vanne, rien que pour elle. Will Smith vient de me retourner une baffe. Je peux plus entendre un mot de ta bouche. Alors c'était une blague. Ne parle pas de ma femme. Ok, promis. Voilà, on vous l'a mis en longueur parce que c'était assez hallucinant comme moment. On voit en fait qu'il rigole pas du tout. Will Smith, au début, on peut croire que c'est une blague, mais pas du tout. Donc, voilà. Ou alors il joue très bien, hein, mais en tout cas, oui, non, on voit de la haine vraiment dans son regard, et il a remporté l'Oscar juste après. Ouais, quelques minutes plus tard, il est monté sur scène afin de recevoir son Oscar et il a dit voilà, je suis désolé, j'espère que l'Académie m'invitera à nouveau. L'amour vous fait faire des choses folles. Il était en larmes. Et le New York Post qui évoque la possibilité qu'il perde d'ailleurs son Oscar pour manquement au code de la conduite des Oscars. C'était le jour de meeting hier pour certains candidats à l'élection présidentielle. Éric Zemmour était au Trocadéro et une scène notamment a fait polémique. On entend la foule scander Macron assassin et le candidat de Reconquête fait silence pour laisser ce hurlement être bien entendu. On écoute. Alors lui dit qu'il n'a pas entendu, enfin lui n'a rien dit, c'est son équipe de campagne qui a dit qu'il n'avait pas entendu ce qui se disait, ce qui est possible vu le brouhaha. Maintenant... En tout cas, la classe politique lui reproche beaucoup justement ce silence et évidemment en cette dernière ligne droite de présidentielle, on imagine bien qu'ils allaient sauter sur l'occasion. Le franc-parler de Bernard Lavilliers, on connaît tous, militant anarchiste radical, le chanteur s'est toujours revendiqué comme tel et pourtant il ne partage pas certaines idées qui se sont répandues dans la société durant la crise sanitaire. Il a passé un coup de gueule en interview dans 7 à 8 hier. Ça vous rend fou que certains parlent de dictature en France ? Ah oui, surtout parce qu'ils sont des anti-vax. Bon, oui, ils savent pas ce que c'est qu'une dictature. Il faut y avoir été pour savoir ce que c'est. Ils auraient dû pousser jusqu'à Moscou avec leur camion de la liberté. Hein ? Tout ce joli monde serait maintenant en Sibérie. Moi, je me fous vraiment de leur gueule, hein, désolé, mais c'est sans vergogne. Trop con, ça n'est pas permis par la Constitution.
C'était dans 7 à 8 hier, donc voilà, et ça s'appelle un bon coup de gueule. Absolument. J-13 avant le début de l'élection présidentielle, il y a beaucoup de fake news qui circulent malheureusement sur Internet et sur les réseaux sociaux. L'AFP a eu une idée que chacun jugera comme il le souhaite, s'associer avec Jean-Pierre Foucault pour un clip de prévention. Bonjour, vous me connaissez, j'adore poser des questions et aussi me poser des questions. Et quand je navigue sur les réseaux sociaux, des questions, je m'en pose beaucoup. Aujourd'hui, je suis avec Claire-Lynne Nass. Claire-Lynne, vous êtes journaliste au service de vérification de l'AFP. Votre métier, c'est de regarder ce qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux et d'y traquer les fausses informations. Bonjour Jean-Pierre, oui, c'est tout à fait ça. Alors Claire-Lynne, j'ai justement une question pour vous. Ça tombe bien, hein ? Si je tombe sur une citation d'une personnalité politique qui me paraît polémique, est-ce que, réponse A, je la partage à tous mes amis, réponse B, je poste un commentaire indigné, réponse C, je mets un emoji bonhomme en colère, ou réponse D, les trois à la fois? Alors en réalité, aucune de ces réponses, Jean-Pierre, car la première chose à faire, c'est de s'assurer que cette citation est authentique. Voilà. Vous en pensez quoi, Jean-Jacques Latour? Je pense qu'elle a raison. Oui, mais c'est une bonne idée de faire de la pédagogie comme ça avec quelqu'un comme Jean-Pierre Foucault. Certains ont moqué le fait qu'on demande à quelqu'un comme lui de se prêter à ça. Une personnalité comme Jean-Pierre Foucault est quelqu'un qui a une certaine aura auprès des publics et donc il sera peut-être plus entendu qu'un simple anonyme. Oui, ça dure 5 minutes, hein, c'est plutôt bien fait. Bon, la jeune journaliste de l'AFP, Joseph, a peut-être besoin d'un peu de fluidité, voilà, média training, mais en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. En tout cas, il est éliminé, Jean-Pierre Foucault, il n'a pas trouvé la bonne réponse. Voilà. On passe à un sujet beaucoup plus sérieux. 30 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en France depuis le début de la guerre. Des enfants sont donc intégrés dans les classes françaises. L'occasion de comparer directement le niveau des enfants de même âge, et la réflexion de cette jeune Ukrainienne nous rend un peu honteux ou embarrassés, c'est selon. Vous voulez aller de là à là en multipliant par 3,5. Solomia et Karina sont arrivées dans cette classe il y a une semaine et c'est en mathématiques qu'elles reprennent leur marque. Ici, les maths, c'est beaucoup plus facile qu'en Ukraine. Voilà, beaucoup plus facile, c'était un sujet sur BFM TV. Et effectivement, voilà. Ça... La musique continue de donner de l'espoir et de la force en Ukraine, justement. Et la semaine dernière, nous entendions les saxophones à Odessa, un violoncelle à Kharkiv. Eh bien, terminons cette fois avec un concert improvisé dans les rues de Kiev par 7 militaires ukrainiens. Et l'image est assez amusante. On les voit effectivement, on voit ces militaires habillés en militaire en train de danser et jouer de la musique. Merci beaucoup Joseph pour ce zapping. Jean-Jacques Latour, vous êtes responsable expertise dans le dispositif national d'assistance aux victimes de cybermalveillance et de sensibilisation des publics aux risques numériques. C'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui dans cette partie média avec cette question autour des cyberguerres, de la cyberguerre. Je vous ai posé la question en vous disant mais est-ce qu'on est en cyberguerre? Et qu'est-ce que vous me dites? Non, mais ça intéresse beaucoup les gens. Oui, c'est vrai qu'à cybermalveillance.gouv.fr, on est de plus en plus sollicité par les gens qui se posent vraiment des questions quant à leurs usages personnels et ce que cette cyberguerre dont beaucoup de gens parlent pourrait avoir comme impact directement pour eux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de cyberguerre, en fait, est quelque chose qui date du début des années 2000 à peu près, où par rapport aux conflits tels qu'on pouvait les connaître jusqu'à présent, qui se déroulaient sur terre, dans les airs et sur les mers, les conflits pouvaient également se dérouler dans le cyberespace, dans une société qui était de plus en plus interconnectée et très dépendante du numérique, pour l'ensemble des concitoyens, mais également pour le fonctionnement des institutions. Et en fait, quand on regarde en quoi la cyberguerre peut se révéler, elle peut se révéler dans des conflits entre États, puisqu'on parle de guerre, donc c'est un mot qui est assez fort, pour des actions d'espionnage dont on entend, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, très peu parler, effectivement, mais qui ont une existence, des actions de sabotage qui visent à paralyser globalement un pays,
des actions autour de la désinformation et de la propagande auprès des publics. Alors, on a un petit historique sur ces notions de cyberguerre quelque part, ou du moins de choses qui ont été revendiquées comme telles. C'est justement, effectivement, dans certains conflits dans lesquels la Russie a été partie prenante. Ouais. On peut parler de l'Estonie, par exemple, en 2007, où le pays a été, entre guillemets, paralysé pendant plusieurs semaines. Suite à des cyberattaques qui visaient à paralyser des sites de banques, des sites de messagerie, etc. Alors, c'était des attaques qui n'étaient pas revendiquées, en fait. Je dirais, Moscou a toujours dit que c'était pas lui qui était responsable de ce genre d'attaque, mais que c'était des activistes patriotes qui s'en étaient pris à l'Estonie. On a revu la même chose arriver lors du conflit de Géorgie, un an plus tard, et puis aussi lors du conflit des Russes avec l'Ukraine sur la Crimée. En 2014, où à chaque fois, effectivement, qu'il y a eu des tensions, on a vu des cyberattaques arriver. Cyberattaques qui étaient pas... C'était quoi comme type de cyberattaque? C'est-à-dire que dans les exemples qu'il y a eu jusqu'à maintenant, ça concerne... Alors, c'était beaucoup de bruit, en fait, quelque part, et c'est un petit peu ce qui se passe toujours, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est surtout des attaques sur des sites Internet qui sont inondés de requêtes jusqu'à ne plus pouvoir répondre. Donc, effectivement, si on reprend l'Estonie, il y avait des gens qui se plaignaient de ne pas pouvoir se connecter au site de leur banque pendant 3 jours parce qu'il était surchargé de requêtes. Donc, c'était pas des attaques destructives qu'on peut le considérer dans le cadre d'une guerre. Et puis ce que l'on voit systématiquement sur chacun de ces conflits, c'est que en même temps qu'il y a ces tensions politiques entre États, voire ces actions de cyberattaques entre États, on voit tout un phénomène cybercriminel qui apparaît également durant ces crises et qui essaye d'en tirer cette fois-ci un profit financier, pour le coup. Et de quelle manière ces cybercriminels agissent et se mettent dans le pas de cette cyberguerre entre États? Alors, on voit de tout, effectivement. On voit, par exemple, dans le cadre de la crise ukrainienne, qui est celle qui nous intéresse parce qu'elle est à nos portes et qu'elle est d'actualité, on voit, par exemple, des appels aux dons frauduleux. Alors, on en voit beaucoup moins que nous le pensions à cybermalveillance.gouv.fr. Et c'est assez paradoxal. En fait, c'est quand même une drôle de guerre, cette guerre ukrainienne. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux avec des faux profils qui se créent, se prétendant être une Ukrainienne dans le besoin avec un enfant blessé dans les souterrains, etc. et demandant à ce qu'on lui envoie de l'argent. Alors ces profils, effectivement, qui sont bien entendu des faux profils montés par des brouteurs, sont très rapidement signalés aux plateformes de réseaux sociaux qui très rapidement les bloquent. Mais ils recommencent. Oui, ils recommencent. Donc, ils ont un système. Voilà, donc c'est quelque chose dont il faut particulièrement se méfier, sur lequel nous on a attiré l'attention dès le début du conflit en disant faites attention à ce genre de choses, n'envoyez pas d'argent à des gens que vous ne connaissez pas, ne le faites qu'auprès des organisations officielles dont on a d'ailleurs dressé une liste avec servicepublic.fr et qui est à disposition des publics. Sur l'inquiétude et les questions que vous recevez, elles concernent quel type de questions préoccupent les Français? Alors, on voit des gens qui se disent mais mon Dieu, nous sommes en guerre, j'entends beaucoup parler de cyberguerre. Est-ce que je risque quelque chose sur mon compte Facebook, sur ma messagerie? Est-ce que mes fichiers vont être détruits? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de ces 20 dernières années et des différents conflits et de l'utilisation du cyber dans les différents conflits, c'est que en fait les particuliers n'ont jamais été visés directement. Par contre, ils ont pu être les victimes collatérales de cyberattaques. Je prends un exemple. Si le site internet de votre banque ne fonctionne pas pendant plusieurs jours, vous n'allez pas pouvoir vous connecter, pas faire de transactions, etc. Donc vous êtes une victime collatérale. Mais vous n'avez pas, vous, été directement attaqué. Alors ce n'est pas parce que ça n'est pas encore arrivé que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. Bien évidemment. Mais aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, restons calmes et buvons frais. Pas de panique. Les particuliers ne sont pas attaqués directement. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais qu'il n'est jamais à exclure d'éventuelles représailles contre la communauté internationale suite aux sanctions économiques, etc. Et là, effectivement, le gouvernement russe pourrait très bien envisager de lâcher les chiens quelque part, c'est-à-dire tous les activistes russes pour venir s'en prendre à des intérêts occidentaux. Oui, mais ce serait plus au niveau de grands groupes ou d'institutions que de particuliers. Tout à fait, parce qu'en fait, l'objectif de ces cyberattaques, c'est soit de désinformer. Alors, si vous coupez Internet en France, vous pouvez plus désinformer puisque les gens n'ont plus Internet. Donc, c'est contre-productif quelque part. Et ça, c'est possible ou pas? Est-ce que la Russie pourrait couper Internet? Ça reste effectivement une vulnérabilité très théorique. On est un peu dans la science-fiction. Les opérateurs, il faudrait être capable de les attaquer les uns derrière les autres. Et ils sont tous protégés à des niveaux différents. Donc, finalement, quand on parle de cyberattaques très ciblées, de sabotage, ça reste encore effectivement des choses très précises, très ciblées, là où on a réussi à rentrer. Et pour faire ce genre de cyberattaque,
qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut développer une certaine forme de technologie. Ouais. Et que cette technologie, à partir du moment où vous allez l'utiliser une fois, c'est pas comme les bombes. Vous pouvez pas renvoyer la même bombe parce que les autres vont se protéger derrière. Ils vont comprendre comment ça marchait et ils vont évidemment se protéger. Est-ce qu'il y a une avance? Est-ce qu'ils sont plus avancés que nous, les Russes, ou pas, en termes de technologie et Alors, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, ils ont tout un arsenal cyber à leur disposition, que ce soit tant pour réaliser des attaques que pour faire une certaine forme de propagande. Les Russes ont toujours été très forts dans ce genre de domaine. C'est pas les seuls pays, d'ailleurs, à avoir un arsenal cyber conséquent. Ce à quoi on peut effectivement, ce dont on peut s'étonner, c'est que cet arsenal, ils ne l'utilisent pas en Ukraine. Oui. Je dirais, aujourd'hui en Ukraine, l'Ukraine n'est pas paralysée, l'électricité n'est pas coupée, Internet fonctionne toujours, etc. Donc il y a beaucoup de petites attaques sporadiques faites par des groupes activistes. Par contre, effectivement, il n'y a pas de cyber-armageddon sur l'Ukraine et donc, a fortiori, moi, sur l'Europe. Une des raisons qui pourrait expliquer ça, c'est que quand vous lancez une cyberattaque, vous lancez un virus, quelque part, c'est un peu comme un virus biologique. C'est-à-dire, vous ne savez pas jusqu'où il va aller. Ouais. Et donc, il y aurait des risques potentiels d'effets collatéraux, notamment sur des pays de l'OTAN, qui pourraient ne pas être neutres, avec un risque de réplique dont Moscou ne veut certainement pas. Oui. Sur la cyberguerre, est-ce que c'est l'avenir? C'est une des armes qui pourrait se développer à l'avenir? C'est une des armes qui est déjà utilisée quelque part. Mais encore plus, ce que je veux dire, c'est que ce soit un vrai moyen. En tout cas, beaucoup de pays dans le monde investissent sur ces sujets-là, se préoccupent de ces sujets-là. Maintenant, effectivement, ces cyberguerres feront... s'il y a des morts, c'est des morts collatéraux, ce ne sont pas des morts directes. Oui, des morts directes, oui, absolument. On a les Anonymous qui, eux, vont, à l'inverse, hacker les services russes. Alors oui, effectivement, et aujourd'hui, quand on observe, comme c'est notre cas, cybermalveillance.gouv.fr, on a un peu l'impression qu'il y a plus d'attaques contre la Russie qu'il n'y en a contre l'Ukraine. Voilà, et notamment avec le mouvement des Anonymous, qui génère, il faut le dire, plus une cyberpagaille qu'autre chose. On n'est pas dans la cyberguerre. Ce sont des attaques de faible niveau qui visent des cibles un peu emblématiques pour faire parler, mais qui sont effectivement des cyberattaques qui n'ont pas de gros effets dans la durée. Un auditeur nous dit, j'ai lu qu'il pouvait couper les câbles marins, un faux ou un tox. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Internet, c'est un réseau maillé. C'est-à-dire que quand vous pouvez plus passer par une route, il y en a d'autres qui se profilent à vous. Ça peut être par les satellites, ça peut être par un autre câble sous-marin, etc. Donc couper un câble sous-marin va poser potentiellement un problème, mais il va être très vite résolu, puisqu'en fait, le principe même d'Internet, c'est ce réseau maillé qui fait que même quand on coupe une branche, l'information continue à circuler. Oui. On est en période électorale, ça ne vous a évidemment pas échappé. On parle aussi de cyber, peut-être pas cyberguerre, mais cyber-influence de pays étrangers au sein de la campagne française. C'est une chose qui est réelle ? Alors, il y a déjà eu des choses qui se sont passées par le passé. On se souvient de la dernière campagne présidentielle où un des mouvements politiques a vu tous ces fichiers répandus dans la nature et tous ces échanges répandus dans la nature. Effectivement, c'est un des objectifs de ces actions de cyberguerre ou de cyberinfluence qui est potentiellement de discréditer le pouvoir en place, potentiellement de perturber le fonctionnement et les services d'un pays pour que l'opinion publique se retourne contre ses dirigeants. Je veux dire, c'est un des principes. Oui, c'est un des principes et donc il faut être vigilant. Alors il faut être vigilant. La France, j'imagine, a des services, je parle au niveau de l'État, peut-être pas des individus, mais a des services qui sont en place pour détecter ce... Alors la France est très bien outillée, on est même des précurseurs en Europe sur notre cyberdéfense avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est l'autorité nationale, avec les services du ministère des Armées, du ministère de l'Intérieur, voilà, et même cybermalveillance.gouv.fr, qui est aussi un des éléments de la réponse de l'État, notamment plus pour les particuliers, les petites entreprises, les petites collectivités, etc., qui peuvent trouver sur notre plateforme toute l'assistance s'ils étaient attaqués. On va répéter, cybermalveillance.gouv.fr où vous pouvez échanger, avoir des informations. Beaucoup d'inquiétudes, vous avez raison, beaucoup de gens qui sont intéressés, beaucoup de nos auditeurs qui sont intéressés par ce sujet de la cyberguerre. Encore une fois, peut-être rappeler que les particuliers ne risquent rien, il n'y a pas de risque particulier pour... Alors,
on ne peut pas dire qu'on ne risque rien, parce que le conflit peut tout à fait dégénérer, etc. Donc on n'est pas là pour faire de la politique fiction. Nous, ce que l'on dit, c'est que depuis un mois où on nous avait promis un raz-de-marée cyber et de cyberattaques partout dans le monde, et avec Internet coupé et plus rien qui ne fonctionne, en fait, finalement, c'est pas du tout le cas. Peut-être parce que les belligérants n'y ont pas intérêt. Et ce que l'on constate le plus, effectivement, c'est une véritable guerre de l'information par les deux belligérants. Et là aussi, pour nos publics, et pour vos publics, quelque part, c'est aussi de leur dire, faites attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, recherchez des sources fiables d'informations, parce que les deux parties tournent un peu la vérité à leur avantage. Voilà, donc... ne pas tomber dans les pièges, ne pas tomber dans ces escroqueries d'appel aux dons, etc. Et puis prendre quelques mesures de cybersécurité à titre personnel simple. Faire une petite sauvegarde de son ordinateur, de son téléphone. Voilà, ça mange pas de pain. On retrouvera ses fichiers s'il y avait un problème un jour. Utiliser des mots de passe un peu solides. Des mots de passe différents. Voilà, et faire solides, ses mises à jour. On se souvient de ce que vous nous avez dit la dernière fois. C'est toujours effectivement un peu les mêmes réflexes. Et je pense que ça, c'est suffisant parce que si les particuliers doivent être atteints demain par une cyberattaque, ce sera de manière très indirecte et en aucun cas de manière directe, contrairement aux inquiétudes que les gens peuvent avoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec la sécurité sociale ? Il y a eu un piratage des fichiers. Alors, il n'y a pas eu un piratage des fichiers. En fait, il y a eu le piratage de comptes de 19 professionnels de santé qui avaient accès à la base centrale, entre guillemets, des assurés sociaux, et des cybercriminels, en fait, en ont profité pour pomper des données au travers de ces 19 comptes piratés. Voilà, et ça a concerné à peu près 510 000 Français. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données ? Ils vont se les revendre et ils vont les utiliser. Je dirais que c'est vrai que ces informations sont très riches et ont une énorme valeur pour les cybercriminels. On en avait parlé lors de ma première intervention en janvier. Mais aujourd'hui, quand on va vous appeler en vous disant bonjour, c'est votre banque, vous appelez bien Madame Valérie Expert, vous habitez bien à telle adresse, à tel numéro de téléphone, vous avez bien telle adresse mail et tel numéro potentiellement de carte bleue, vous y croyez ? Quelque part, vous dites j'ai confiance, il me connaît, donc j'ai confiance, donc je délivre des informations. Et là, ça peut avoir effectivement des effets assez catastrophiques. Et on voit notamment, dans le cadre d'arnaques bancaires, des gens se faire dérober plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Ah oui, donc vigilance, savoir qu'on ne donne jamais ses codes par téléphone. On ne donne jamais de code par téléphone. Et puis si on a le moindre doute, on appelle sa banque ou la personne qui est censée vous solliciter. On rappelle toujours dès que c'est un petit peu suspect. D'accord. Eh bien, un auditeur nous dit votre intervenant devrait aller chez Hanouna, cela pourrait rendre service à ses fanzous. Je ne sais pas. Écoutez, on va lui suggérer effectivement. On a Stéphane qui nous dit c'est bien d'avoir autant de services, mais c'est opaque pour les utilisateurs. Non, allez sur le site cybermalveillance.gouv.fr. C'est très bien fait, très clair, et nous on est toujours ravis de recevoir Jean-Jacques Latour, responsable expertise. Vous venez régulièrement ici sur Sud Radio pour nous alerter, nous mettre en garde et nous aider à décrypter ces arnaques, ces cyber-arnaques. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour un tout autre sujet. On va parler de la Corse. Merci Jean-Jacques Latour. Merci. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.